Bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer. Je pense qu'on démarre. Vas-y. Donc, bonjour tout le monde. Vu qu'on est en petite communauté, donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'est un atelier déjà, donc par principe, il doit être interactif. Donc, on va partir de cas cliniques pour exposer la problématique essentielle dans la sclérose en plaques et grossesse et allaitement. Aucun conflit d'intérêt, ni pour moi, ni pour professeur Bouchel. Je crois que je vais utiliser le micro. Donc, pourquoi un atelier sur la sclérose en plaques, grossesse, vaccination et allaitement? Tout simplement parce que c'est une question très importante, dans le sens où la sclérose en plaques, elle touche environ 2,9 millions de personnes qui vivent dans la sclérose en plaques dans le monde. Donc, avec quelques estimations au Maroc, entre 6 000 et 8 000 personnes, soit environ 20 cas pour 100 000 habitants. La forme rémitante récurrente, c'est la forme la plus fréquente, avec un sexe ratio de 3 femmes pour un homme. Et les symptômes, ils démarrent généralement entre 20 et 40 ans avec un pic, surtout à 30 ans. Donc, vous doutez bien que la grossesse, elle fait partie de la prise en charge de la sclérose en plaques. Donc, comme vous le savez tous, donc dans la sclérose en plaques, il faut anticiper la grossesse. Et cette anticipation, pourquoi? Donc, vous regardez comme vous voyez sur le schéma ou bien le diagramme. Donc, l'étude PRIMS qui a étudié les femmes suivies pour sclérose en plaques qui avaient une grossesse. Donc, c'est une étude prospective qui a été publiée en 2004. Donc, et comme vous voyez, donc le taux annualisé de poussée qui baisse pendant la période de grossesse avec le fameux pic au moment de l'accouchement. Ici, avec cette fréquence, avec cette partie d'accalmie. Et cette étude PRIMS, elle est très importante dans le sens où il va nous dire que, premièrement, pas toutes les femmes, ils font ce pic. Donc, un tiers des patientes qui font la poussée postpartum. Et deuxième information, c'est que cette poussée n'est pas forcément plus sévère que les poussées normales. Et puis la troisième chose, c'est que dans le rectangle vert, donc le risque de faire une poussée dans cette période, c'est-à-dire 9 mois de grossesse et 3 mois postpartum, il est corrélé au risque de faire une poussée dans les 12 mois qui précèdent la grossesse. Donc, c'est-à-dire que si on est bien équilibré pendant cette période, pendant les 12 premiers mois de la grossesse, avant la grossesse, donc on va passer une grossesse qui est calme et ce risque de faire la poussée postpartum, il est moindre. Donc ça, c'est les 3 informations à tirer de cette étude prospective qui a été chapeautée par professeur Sandra Vekuzix et qui a été publiée en 2004. Donc, qui dit anticiper, dit que la grossesse, elle doit être équilibrée déjà, d'accord, premièrement. Et dit que la grossesse, elle doit être, que la contraception doit faire partie de la prise en charge. Donc, la contraception, c'est une question très fréquente. Donc, toutes les femmes, ils posent la question, est-ce que je peux prendre une contraception et quel type de contraception? Donc, il faut savoir que toute contraception est permise dans cette période. Donc, arrivent les traitements de fond dans la prise en charge. Vous allez voir que donc la grossesse, elle ne contre-indique pas des traitements de fond. Par contre, il faut toujours stabiliser la patiente avant de démarrer un traitement de fond. Donc, les traitements de fond, ils sont à adapter en préconceptionnel. C'est l'anticipation avec une consultation qui s'appelle la préconception. Donc, où on va discuter tous ces points. Donc, l'impact sur l'enfant, c'est à travers ces traitements de fond. Donc, on va choisir en fonction de la stabilité de la maladie et en fonction de la situation de la patiente. Justement, le message aussi, c'est que le fait d'avoir un désir de grossesse ne doit pas justement faire tomber les spécialistes en inertie thérapeutique. Dans le sens, c'est pas parce qu'il y a un projet de grossesse qui est proche, on va pas commencer un traitement. Donc le message, il faut commencer rapidement les traitements de fond. Deuxième message, c'est que le fait qu'il y ait un désir de grossesse ne doit pas impacter le type de traitement qu'on va choisir. Donc c'est-à-dire si on va choisir une plateforme, on va voir que c'est possible avec le désir de grossesse. S'il y a une indication à une thérapie de haute efficacité, on va voir ensemble qu'il y a beaucoup de thérapies de haute efficacité qu'on peut justement les commencer
tout en maintenant justement le désir de grossesse. Donc, il ne faut pas tomber dans l'inertie thérapeutique. C'est-à-dire la grossesse ne contre-indique pas un traitement de fond, il faut juste choisir un bon traitement de fond qui va avec la grossesse. Donc, arrivent les recommandations sur la grossesse, allaitement et vaccination, donc en 2022, et puis en 2024, les recommandations CP et vaccination. Donc, il faut savoir pourquoi ces recommandations, donc ils sont venus à temps, premièrement. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de controverses concernant l'allaitement, les voies d'accouchement, la grossesse, comment elle va se dérouler. Donc, il y avait plusieurs controverses, le mode d'analgésie au moment de l'accouchement. Donc, et puis, il y avait aussi la gestion des traitements. Donc, comment gérer les traitements. Donc, c'était flou. Donc, et ces recommandations, ils ont répondu à ces questions. Et puis, le risque d'inertie thérapeutique, comme il a dit professeur Bouchel, en fait, quand une patiente se présente pour un désir de grossesse, généralement, on arrête le traitement. Donc, et cette inertie thérapeutique, elle augmente l'handicap et elle augmente, négative, on peut dire, elle aggrave le pronostic fonctionnel à long terme. Donc, les recommandations marocaines arrivent, ils sont déjà en cours. Donc, c'est un travail de recherche qui a été, une revue de la littérature qui était très poussée, donc avec des équipes qui ont fait la lecture, des équipes qui ont fait la cotation. Donc, Madame Sati va en parler. Donc, et ce sont des recommandations marocaines qui sont adaptées par rapport à notre CEP marocain. Donc, voici quelques mots avant de démarrer. Donc, premier cas clinique. Donc, c'est une patiente de 32 ans, nouvellement mariée, en activité professionnelle et qui a une mutuelle privée. Donc, elle fait 2 poussées. Donc, la première en janvier 2022, où il fait une orbe de l'œil droit, résolutif au bout de quelques jours sans traitement. Donc, le 3-6-2025, elle va faire des paresthésies de l'hémicorps gauche à type de fourmillement depuis 5 jours. Donc, voici son IRM. Donc, une petite lésion périventriculaire droite sur les différentes séquences. Une deuxième périventriculaire gauche, une lésion thalamique qu'on ne peut pas compter, et puis pas de prise de contraste sur les lésions présentées. Donc IRM cervicale sans anomalie, donc strictement normal. Donc la PL synthèse intratécale avec 2 BOC, 2 bandes oligoclonales, et les PEV ils sont altérés à droite. Donc on a déjà une troisième localisation. Donc ils sont normaux à gauche. Le bilan auto-humain il est négatif. Donc bien sûr après 1 mois post-hospitalisation en HDJ, donc on a discuté avec la patiente, on a annoncé le diagnostic de sclérose en plaques, on a proposé les traitements de fond par rapport à son type de CEP, on a mis à jour les vaccins et la patiente, on a demandé est-ce qu'il y a un désir de grossesse et la patiente elle répond par oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme traitement de fond en tenant compte son projet de grossesse? C'est une patiente qui est jeune. Déjà, c'est le sexe féminin parmi les facteurs de bon pronostic dans la CEP. Les 2 poussées qu'elle a présentées, c'était des poussées espacées de 3 ans. Sur l'IRM, on avait peu de lésions. Il n'y avait pas de lésions médulaires, il n'y avait pas de lésions de la fosse cérébrale postérieure. Bien que les BOC, c'est parmi les facteurs de bon pronostic, mais si on s'amuse à faire le tableau, on aura beaucoup plus de vert que de rouge. Donc, je pense qu'on pourrait indiquer un traitement de plateforme. Et puisqu'elle a un désir de grossesse, ces interférents, elles vont bien avec le désir. Donc, on propose des interférents. Proposition. les autres Traitements de plateforme. Acétate de glaciramère. Acétate de glaciramère. Quoi d'autre? Une thérapie orale. Tecfidera. Oui. Aubagio, non? Teriflunomide, non. Pourquoi? Du traitement. Alors pour pouvoir avoir une grossesse chez un patient qui a une teriflunomide, il faut que la concentration soit inférieure à 0,2 au niveau sanguin pour pouvoir avoir la grossesse, pour éviter toutes les 0,02 oui, d'accélération. Et parfois on n'a pas le produit facilement au Maroc, donc il faut plutôt éviter le traitement. D'accord. Donc ma deuxième question, c'est comment planifier sa grossesse? Est-ce que vous avez des idées? Le timing, est-ce qu'on peut autoriser maintenant? Ou bien est-ce qu'on crée une stabilité? Oui, effectivement.
Donc effectivement, donc déjà le premier message, c'est que la grossesse n'est pas contre-indiquée, n'est pas déconseillée chez les femmes atteintes de sclérose en plaques. Parce que nombreuses sont les personnes, nombreuses sont les personnes qui disent que non, la grossesse, il faut pas tomber enceinte alors qu'on a une sclérose en plaques, c'est une grossesse à risque. Alors que c'est faux, c'est une grossesse normale comme les autres. Donc deuxième message clé, c'est que la planification d'une grossesse doit être privilégiée pendant une période d'inactivité de sclérose en plaques au moins 12 mois. Donc, et c'est un grade C, donc c'est-à-dire c'est une preuve, c'est un niveau d'évidence qui est qui est intéressant. Donc, c'est une période d'inactivité de la sclérose en plaques sur le plan clinique. Les études, elles ont été faites dans le sens clinique. Est-ce que la patiente a fait des poussées, oui ou non? Mais si par exemple vous trouvez une activité radiologique, donc on ne peut pas répondre à cette question. Donc l'activité radiologique ne fait pas partie de cette recommandation. Donc il est toujours recommandé de discuter de la planification d'une grossesse chez les patientes atteintes de sclérose en plaques lors d'une consultation avec le neurologue. Et de préférence, faire ça au moment du diagnostic. C'est-à-dire quand je vais annoncer le diagnostic d'une sclérose en plaques, je dois lui demander est-ce qu'elle désire avoir une grossesse. Et la même chose, toutes les consultations de contrôle, donc on doit demander la même chose. Est-ce que vous avez, qu'elle a des enfants ou non. Donc on demande toujours est-ce que vous désirez de tomber enceinte, oui ou non. Donc la suite du cas clinique, donc Madame NI, elle opte pour le Pramère, acétate de glatyramère. Donc elle a été mise sous contraception orale. Donc on a fait l'IRM Robaseline après 6 mois. Donc on ne trouve pas de nouvelles lésions. Donc elle est stable. Donc on poursuit le traitement. Elle revient après 8 mois pour un désir de grossesse. Pour insister sur le désir de grossesse. Ouais, pour insister à qu'elle tombe enceinte. Il est sur acétate de glatyramère. Donc 8 mois de traitement avec une IRM Robaseline normale. Donc, Dr Fadil, il dit qu'on peut maintenir le traitement pendant la grossesse. Et si la patiente refuse, pour elle, il a peur d'avoir des effets tératogènes, des risques sur le bébé, est-ce qu'il pourra l'arrêter? Est-ce qu'on est autorisé d'arrêter le traitement sur le plan recommandation? Donc on passe à la recommandation. Donc l'acétate de glatyramère, effectivement, il peut être poursuivi jusqu'au diagnostic de grossesse. Donc et c'est un grade B. Grade B, c'est un niveau très élevé, c'est un niveau d'évidence très élevé. Il y a le grade A, c'est surtout pour les études randomisées. Donc et les études randomisées, on peut pas les faire ici pour ce genre de situation. Donc le grade B, c'est déjà un grade très élevé. Donc, et pendant la grossesse, si l'activité de la maladie le nécessite. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si la patiente elle est stable et si la patiente elle désire arrêter le traitement, donc on peut la laisser arrêter le traitement. Donc, c'est une discussion entre le malade et le médecin. Donc, initialement, elle peut être poursuivie jusqu'au diagnostic de grossesse, mais une fois grossesse faite, donc on peut arrêter le traitement si l'activité de la maladie le permet, si la patiente elle est stable. Justement parce que la grossesse, elle a un effet immunomodulateur. Donc, il va jouer presque la même chose que les immunomodulateurs. Donc, il est protégé par la grossesse. Mais dans cette situation, parce qu'on n'a pas encore totalisé 1 an de traitement, on n'est pas encore sûr qu'elle est stable. Donc, de préférence chez elle, il devait maintenir le traitement jusqu'à l'accouchement. Donc, deuxième message, c'est que la grossesse a un effet protecteur. Il faut garder ça en tête. Ouais. Donc, elle stabilise l'activité inflammatoire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la poursuite de l'acétate de glatyramère chez l'homme en cas de projet de grossesse de couple est autorisée. Et puis, l'allaitement, il est possible chez les patients traités par acétate de glatyramère. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de signal de tératogène par rapport à cette molécule. Donc, très bien. Donc, Madame NI, elle tombe enceinte. Donc, tout le monde est heureux. Donc, elle désire arrêter le traitement. D'accord? Pour des raisons personnelles. Donc, c'est une amie à elle qui a eu un enfant autiste. Et elle ne veut pas refaire la même chose, donc c'est son choix. Donc, elle souhaite connaître les modalités du suivi obstétrical de sa grossesse, vu qu'elle a arrêté le traitement. Est-ce qu'elle doit refaire l'IRM cérébral au cours de la grossesse, oui ou non? Et quelles sont les modalités d'accouchement? Est-ce qu'elle peut, par péridurale ou bien rachi-anesthésie? Alors... Donc déjà, les modalités. La première question, c'est par rapport à aux modalités de suivi obstétrical et voie d'accouchement. C'est ça. Est-ce qu'il y a des réponses?
Donc, normalement, on fait une consultation chaque 3 mois. Est-ce qu'on va garder la même fréquence? Même fréquence. D'accord. Donc, il n'y a pas de... Oui, mais il a une amie qui a eu un enfant, oui, il a arrêté. Parce qu'il a vu une amie qui a eu un enfant autiste sous un autre traitement. Et donc, pour elle, il a arrêté le traitement. Alors, la deuxième question, c'était par rapport, est-ce qu'on peut faire une IRM cérébrale pour évaluer justement le risque d'avoir des poussées? Parce qu'on n'a pas fait d'IRM de baseline. Est-ce qu'on peut faire une IRM au cours de la grossesse? Oui, donc il n'y a pas de contre-indication, sauf qu'il ne faut pas injecter. La troisième question, c'est... Et si par exemple, elle fait une thrombophilie cérébrale au moment de la grossesse et vous devez injecter, est-ce qu'il y a une contre-indication? On peut faire le diagnostic. Je pense qu'on peut faire le diagnostic sans injection. Oui. La dernière question par rapport à l'anesthésie, est-ce qu'il y a des recommandations particulières? Est-ce qu'on peut faire l'arraché-anesthésie? Une anesthésie générale, c'est une indication. Donc la voie d'accouchement, c'est une indication plutôt obstétricale. C'est pas la sclérose en plaques qui va influencer la voie d'accouchement, sauf quand on a des patientes qui ont une paraparésie avec une spasticité. Et par rapport à l'anesthésie, justement, il n'y a pas de particularité. Donc toutes les voies d'anesthésie et les types d'anesthésie sont autorisées chez la femme atteinte de sclérose en plaques. Très bien. Donc, le suivi recommandé au cours de la grossesse et le postpartum. Donc, déjà, une consultation neurologique dédiée aux interactions entre grossesse et sclérose en plaques est recommandée. Donc, c'est une consultation neurologique, on peut dire. Donc, il est recommandé de réaliser chez les patientes atteintes de sclérose en plaques le suivi obstétrical préconisé en population générale. Donc, c'est-à-dire, c'est une grossesse normale, comme toutes les femmes. Donc, elle n'est pas atypique. Donc, on va avoir le même suivi obstétrical qu'en population générale. Donc, il est recommandé de ne pas réaliser l'IRM systématique au cours de la grossesse chez les patientes atteintes de sclérose en plaques. Et si la situation le justifie, une IRM ne peut être réalisée au cours de la grossesse. Donc, en fait, par rapport à l'IRM, normalement, l'IRM, elle nous aide pour voir l'évolution radiologique. Mais si, par exemple, mais il n'est pas systématique dans la grossesse. Donc, surtout que la grossesse, c'est une phase de stabilité inflammatoire. Donc, et même si ça bouge au niveau de l'IRM, donc on va pas proposer un traitement dans l'immédiat. Donc, ça sert à rien de proposer une IRM au cours de sauf si pour autre chose. Donc, mais l'IRM, elle n'est pas contre-indiquée en elle-même. Donc, on fait même des IRM fœtales. Donc, il n'y a aucune contre-indication. Donc, si le recours au gadolinium est indispensable, son utilisation est possible. Donc, il faut noter ça. Et puis, un point particulier, c'est qu'il est recommandé d'organiser dès le début de la grossesse une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée, adaptée au handicap. Là, je parle des femmes qui ont, par exemple, des troubles vésico-sphinctériens très difficiles, un déficit moteur très important, une spasticité très importante. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de concerter avec les autres, avec les urologues, la sage-femme, le rééducateur, etc., pour avoir un accouchement simple. Donc, la deuxième chose, c'est que, Hadi, on a répondu. Donc, les recommandations par rapport à l'accouchement. Donc, on peut accoucher normalement. Donc, c'est-à-dire, on peut même accoucher à la maison avec une sage-femme. Donc, là, les voies d'accouchement, c'est surtout le gynécologue qui va le décider. Est-ce que c'est une voie césarienne, voie basse ou césarienne? Donc, les recommandations sont les mêmes que de la population générale. Et puis, pour le déclenchement, donc la même chose. Donc, péridurale ou arraché-anesthésie, c'est au réanimateur avec le gynécologue qui décide. Donc, les indications de rééducation périnéale, donc, je ne sais pas pour vous, parce que nombreux qui disent que vous avez une CEP, vous avez des troubles vésico-sphinctériens, vous devez avoir un bon périnée, donc il faut faire une rééducation périnéale systématique. Ben non. Donc les études, ils disent que la rééducation périnéale, elle s'applique aux patientes atteintes de CEP de la même façon qu'en population générale. D'accord. Donc, et puis, il est recommandé aux patientes les mêmes modalités d'analgésie-anesthésie pour l'accouchement en population générale. Donc, c'est une grossesse comme toutes les grossesses. D'accord. Donc, le seul bémol, c'est les patientes qui ont un handicap très sévère, troubles vésico-sphinctériens et spasticité. Pourquoi? Parce qu'on va diminuer, par exemple, les antispastiques. Donc, la grossesse, elle risque d'être compliquée. Donc, Madame NI, elle passe sa grossesse sans problème jusqu'au 6e mois où elle fera une poussée sensitive.
quand même si c'est une période d'accalmie, donc elle fait une poussée sensitive, peut-être parce qu'elle n'a pas eu les 12 mois de stabilité. Donc elle le fait du membre inférieur gauche, mais qui était très gênante. Donc elle refuse de faire l'IRM cérébral et elle demande par rapport au bolus de corticoïde. Est-ce qu'elle peut le prendre, oui ou non? Est-ce qu'il y a une contre-indication? Il est encore enceinte, 6e Oui. de grossesse. Elle a fait ça en pleine grossesse. Oui, donc la majorité, ils ont répondu oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des recommandations, des précautions particulières par rapport à l'allaitement et par rapport à la grossesse? Et par exemple, il a eu sa poussée en postpartum. Et il est allaitante. Oui. Oui. Donc il faut attendre 4 heures après la perfusion de Soluminol, oui. Effectivement. Donc la corticothérapie à courte durée en bolus chez la femme enceinte est possible. Donc il n'y a aucune contre-indication, quel que soit le terme de la grossesse. Donc le problème se pose surtout avec la corticothérapie chronique. D'accord? Alors, là, ma question est quelle aurait été votre attitude si Madame NI avait opté pour un interférent? Est-ce que c'est la même prise en charge ou est-ce qu'elle va changer? Si on avait instauré les interférents. À la place de l'acétate de glatyramère. Même chose. Donc, on propose de maintenir le traitement parce qu'il n'y a pas de risque sous interférents. Oui. Effectivement, donc pour les interférents, donc c'est la même chose que l'acétate de glatyramère. Donc ils peuvent être poursuivis jusqu'au diagnostic de grossesse. Donc c'est un grade B, la même chose, un fort grade d'évidence. Et aussi pendant la grossesse, si l'activité de la maladie le nécessite, c'est-à-dire on discute avec la patiente. Est-ce que vu l'activité de la maladie, si elle est stable, donc on arrête. Si elle n'est pas stable, on peut continuer. Donc, la poursuite des interférents bêta chez l'homme en cas de projet de grossesse est autorisée. La même chose pour l'allaitement, il est possible chez les patients traités par interférent. Aucun souci par rapport à l'interférent et à l'acétate de glatyramère. Donc, alors, quelle aurait été votre attitude si Madame NI avait opté pour le teriflunomide? Il a refusé la voie injectable, il veut que la voie orale et il vient pour un désir de grossesse. Oui, on l'arrête et après? Il faut faire le protocole d'élimination avant de pouvoir avoir une grossesse. Ouais. Donc il faut vérifier la concentration plasmatique, donc avec un chiffre de 0,02. Et juste, il faut savoir qu'on n'a pas les produits justement de l'élimination de teriflunomide. Et il n'y a aucun laboratoire à l'échelle nationale qui fait le dosage plasmatique de teriflunomide. Donc il faut l'éviter parce que si on tombe dans cette situation, on n'est pas sûr qu'on pourra l'éliminer et autoriser la grossesse. Donc en fait, pour l'éliminer, il faut avoir 2 ans. Il faut attendre 2 ans pour éliminer le produit. Si on ne fait pas l'élimination rapide. Donc, et vu qu'au Maroc, il y a pas, on peut pas faire l'élimination rapide, ça pose un réel souci, donc il faut l'éviter. D'accord. Donc j'ai mis ça en rouge pour que ça soit plus parlant. Donc il est recommandé pour la femme d'interrompre le teriflunomide et d'effectuer une procédure d'élimination accélérée avant la conception. Donc retenez les 2 ans donc pour faire l'élimination. Donc et pour faire cette élimination rapide, donc on utilise soit la cholestéramine, soit le charbon activé. Donc, si par exemple est utilisé, donc au bout de 10 jours, donc on est bien. Donc, mais il faut toujours que la molécule soit indosable au niveau du sang maternel et que le dosage doit être fait. Il doit être supérieur à 0,02 mg par litre pour pouvoir autoriser la grossesse. Donc, deuxième information. Qui est très intéressante, c'est que si par exemple la patiente est sous contraception orale microdosée, il faut savoir que l'élimination du produit élimine aussi la contraception. Donc il faut faire attention pendant cette période d'élimination rapide. Je pense que le message dans notre contexte marocain, c'est qu'il faut éviter et carrément ne pas prescrire le teriflunomide chez une femme en âge de procréer. Exactement. Donc, oui. Mais on n'a pas le dosage plasmatique. Même si on le fait, on ne pourra pas être sûr qu'on aura cette valeur de 0,02. On n'a pas de laboratoire. Oui, mais
Mais je pense que maintenant, pourquoi on insiste sur ça? Parce qu'il y a d'autres alternatives où on n'a pas ce risque-là. On a le Exactement. Et il est là, mais on a ce souci-là. Je pense que sur le plan médico-légal, puisqu'on ne fait pas de dosage plasmatique, on n'est pas plus ou moins Autorisé. protégé. Parce que les recommandations, ils insistent que pour autoriser la grossesse, il faut avoir 2 dosages plasmatiques pour confirmer qu'on est inférieur à 0,02. Bien sûr, dans notre pratique, il y a des gens qui le prescrivent. Je pense 11 jours. 11 jours. 11 jours de charbon à des fortes doses À des par fortes jour. Je doses. pense en sachet. Là. Je me rappelle pas de protocole, mais c'est des fortes doses de charbon. Ah oui, pour le castran. Oui. Ouais. Parce que malheureusement, le laboratoire, le fait de ramener le traitement, il devait au moins faire l'effort et ramener justement le protocole le produit d'élimination et de voir un laboratoire qui pourra le faire, au moins un laboratoire à l'échelle nationale. Donc, chose qu'on n'a pas. Surtout que c'est un produit qui ne coûte pas cher du tout. Oui. Donc, la dernière question, quelle aurait été votre attitude si Madame NI avait opté pour un fumarate? Jusqu'à la confirmation de la grossesse. Pourquoi? Est-ce que vous avez des réponses? Elle s'élimine rapidement. Donc, sa demi-vie est de quelques heures. Donc, si par exemple, je le prends aujourd'hui, demain, c'est fini. Donc, j'ai plus le produit dans mon sang. Donc, le traitement par diméthylfumarate peut être poursuivi jusqu'au diagnostic de grossesse. Donc, il est recommandé d'arrêter le diméthylfumarate dès le diagnostic de grossesse. En fait, par rapport au fumarate, vu que c'est un produit quand même qui est récent en 2022, donc il y avait 300 grossesses qui étaient exposées au fumarate et sans signal tératogène. Mais pour être sûr et être rassuré, donc il fallait 1000 grossesses. Donc c'est pour ça. Mais ouais, c'est pas un produit tératogène à la base par rapport aux études qui ont été faites. Et deuxième point, c'est qu'il s'élimine rapidement. Donc il a une demi-vie qui est très rapide. Donc on peut l'arrêter rapidement. Donc, la poursuite chez l'homme, elle est autorisée et l'allaitement, il n'est pas recommandé chez les patients traités par diméthylfumarate. Donc, c'est une patiente qui a fait beaucoup d'infections urinaires au cours de sa grossesse. Est-ce que c'est normal pour vous? Est-ce qu'il y a un risque important par rapport à sa CEP ou bien par rapport à sa grossesse? Donc, j'ai mis 2 études, une première californienne. Donc, c'est une étude observationnelle multicentrique rétrospective contrôlée. Donc, quand même, elle a contrôlé 1185 grossesses versus 4 424. Et comme vous le voyez, le risque, il est très important quand même, avec un autre ratio ajusté à 1,8. Donc, quand même, il y a un risque important de faire des infections urinaires au cours de la grossesse chez la patiente CEP. La deuxième étude qui est à droite, c'est une étude observationnelle rétrospective contrôlée multicentrique qui a contrôlé 3875 grossesses versus 1 101. Et comme vous le voyez, quand même, le risque, il est augmenté à 51,7 versus 43%. Donc, on n'est pas surprise parce que, premièrement, la grossesse, elle augmente le risque d'infection. Et puis aussi, la CEP, donc les troubles vésico-sphinctériens, ils sont présents. La seule chose, mais quand même, c'est un risque à surveiller. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement faire des menaces de prématurité facilement avec les infections au cours de la grossesse. Donc, Madame NI accouche par césarienne d'une fille en bonne santé. Elle souhaite allaiter. Elle veut faire un allaitement exclusif. Donc, elle demande au risque de pousser du postpartum, premièrement, parce qu'elle a arrêté le traitement. Est-ce qu'il y a des mesures préventives en postpartum par rapport aux poussées? Donc, comment reprendre le traitement et quel traitement doit être utilisé après sa dernière poussée, sachant qu'elle a arrêté le traitement et qu'elle a fait une poussée sensitive au cours de sa grossesse? Et est-ce qu'elle a besoin de faire une IRM de contrôle après son accouchement? Donc, déjà, les risques de poussée du postpartum. Donc, il y a un risque de faire une poussée en postpartum. Oui.
Il a fait une poussée en père grossesse et il n'était pas stabilisé. On n'a pas cette preuve de stabilité un an avant. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des mesures préventives en postpartum par rapport aux poussées? Est-ce qu'il y a moyen, un protocole pour prévenir les poussées de postpartum? C'est-à-dire, est-ce que je vais donner un bolus? Des Est-ce que je vais bolus donner des mensuels chaque échanges? semaine, des immunoglobulines. L'hormonothérapie? Hormonothérapie à visée préventive pour prévenir les poussées. Oui. Une autre question, c'était... Comment reprendre le traitement? Est-ce- En IRM. Donc, vous voulez une IRM après l'accouchement. Et l'accouchement. Non, c'est pas ça. Donc, elle demande par rapport à l'allaitement. Donc, il faut savoir que l'allaitement n'est pas déconseillé chez les femmes ayant une CEP. Donc, au contraire, il y a même un effet protecteur de l'allaitement. L'allaitement, c'est la même chose que la grossesse. Donc, il y a une inertie thérapeutique. Et le médecin, généralement, il dit à la patiente, donc, soit vous choisissez l'allaitement, soit vous choisissez le traitement. Donc, c'est comme si ils mettent le couteau sur leur gorge, alors que il faut pas rentrer dans cette dualité. Donc l'allaitement, il est conseillé par rapport à la femme suivie pour une sclérose en plaques sous immunomodulateur ou un traitement pour la sclérose en plaques. Donc il est recommandé de discuter l'allaitement et le moment de la reprise du traitement immunoactif, donc avant même l'accouchement. D'accord? Donc il faut parler de l'allaitement avant l'accouchement. Donc il est recommandé de ne pas administrer de traitement préventif des poussées du postpartum, que ce soit par corticoïde, parce qu'avant il faisait chaque mois 1 gramme pendant 6 mois. Donc, c'est une attitude à bannir, ou bien des immunoglobulines intraveineuses. Pour les résultats de certaines études, ils ont démontré qu'ils n'ont pas d'effet protecteur. Donc, ça n'a pas d'effet protecteur. Exactement. Pour les hormones sexuelles, donc en fait, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, donc au moment de la grossesse, on va avoir une imprégnation par les hormones. Donc c'est une imprégnation diverse et variée avec la progestérone, avec l'oestrogène. Donc et cette imprégnation, elle se fait pourquoi? Pour que le corps de la maman soit tolérant par rapport au corps étranger qui est le bébé. D'accord? Et le mécanisme immunitaire, elle devient TH2. TH2, c'est-à-dire anti-inflammatoire. Donc par rapport au TH1 qui se trouve par exemple au cours de la sclérose en plaques. Donc on va avoir les TH2 plus que les TH1. Donc au moment de l'accouchement, donc il y aura une chute hormonale très importante. Donc et ce TH2 il va baisser, TH1 il va augmenter. Donc ça explique le pic, le fameux pic postpartum, c'est-à-dire la poussée. Donc les hormones sexuelles, ils étaient proposées pourquoi? Pour maintenir cette stabilité TH2 et éviter la poussée. Le problème, c'est qu'avec les hormones, donc les études, ils ont montré leur efficacité. Le problème, c'est qu'ils donnent beaucoup de métrorragie très importante, arrivant jusqu'au biopsie endométriale, et puis le risque carcinologique, il est très important, il est multiplié par 15. Donc c'est pour ça qu'on évite les hormones sexuelles. Donc, s'ils ont été arrêtés, une reprise précoce après l'accouchement des traitements immunoactifs est recommandée chez les patientes. Il faut en discuter avec la patiente. Et puis, en cas de poussée de CEP, l'utilisation, par exemple, d'un bolus de corticoïdes, il est possible chez les femmes allaitantes. Donc, qu'est-ce qu'on préconise? Donc, on prend le traitement, donc on tire notre lait. 4 heures après, on peut allaiter. D'accord? Il faut juste enlever le lait qui a reçu le méthylprédnisolone. Et donc justement, on insiste qu'il faut reprendre le plus tôt possible le traitement de fond. Bien sûr, comme vous l'avez dit, docteur Ilyes, en fonction de ce qu'on va trouver en IRM, soit on va garder la même attitude, une thérapie de plateforme, on avait dit les interférents acétate de glaciramère, donc ils vont maintenir son projet justement d'allaitement. Et par contre, si on joue sur l'IRM de postpartum, qui est une charge lésionnelle importante, avec un risque justement élevé de faire une poussée au postpartum, on va choisir un traitement, on va le voir, de haute efficacité, mais justement qui va maintenir ce désir d'allaitement. Mais le message, c'est qu'il faut justement reprendre le plus tôt possible, parce que les poussées de postpartum, ils peuvent être graves et laisser des séquelles handicapantes. Effectivement. Donc, augmenter le taux d'handicap. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, on a mis à choisir un cas facile, gentil, une CEP gentille, qui ne pose pas de problème. Mais malgré, il y a quand même des controverses et des difficultés pour se décider parfois.
Donc, le deuxième cas, c'est un cas un peu difficile. Donc, c'est une patiente de 21 ans, étudiante en fac d'économie. Elle est mutualiste, les phares. Je ne sais pas, est-ce que vous savez, c'est les Forces Armées Royales. Donc, suivie pour une CEP-RR depuis 2020. Donc, elle fait plusieurs poussées sensitives motrices cérébelleuses. Elle a été mise initialement sous interféron. Puis, elle a switché vers le fingolimod depuis une année, mais avec une mauvaise observance. Donc, c'est une patiente qui était vraiment très mal observante. Donc, elle prenait parfois du traitement, parfois elle l'oublie. Donc, elle vient pour la première fois aux urgences de mon hôpital chez Khalifa pour une poussée motrice du membre inférieur gauche évoluant depuis 2 jours. Donc, l'examen neuro, elle retrouve une patiente consciente, bien orientée dans le temps et dans l'espace. Les constantes vitales, elles étaient correctes. La marche, elle était difficile sans aide. Rambert positive latéralisée à gauche. Donc, elle avait une monoparésie crurale gauche côté à 3/5 en proximal et 4/5 en distal. Un Babinski bilatéral avec des rods qui sont vifs aux 4 membres. Un nystagmus horizonto-rotatoire qui ne disparaît pas à la fixation et une atteinte du 5 droit. Donc, voici son IRM, une charge lésionnelle très importante avec des lésions confluentes partout. Toutes les localisations les plus difficiles, le tronc cérébral, le cervelet, la moelle qui est truffée de lésions. Et la pauvre, elle a 21 ans. Des trous noirs. Trous noirs. Atrophie. Une atrophie, comme témoigne l'élargissement des sillons. Elle a même une atrophie cognitive, cliniquement. Donc, juste pour les résidents, donc comment on peut choisir un traitement de fond en évaluant les facteurs de risque. Donc, il y a des facteurs de risque démographiques, des facteurs de risque cliniques, des biomarqueurs, des facteurs de risque IRM. Donc, et sur ça qu'on se base pour dire est-ce que c'est une CEP active ou bien hautement active, avec les traitements de haute efficacité, la plupart au Maroc, se trouvent au Maroc. Donc, cette patiente, elle a plusieurs éléments de mauvais pronostic, donc plusieurs poussées sévères motrices et cérébelleuses, un handicap sévère, une charge lésionnelle importante, avec des lésions médulaires, des lésions du tronc cérébral. Donc, c'était une indication, un traitement de haute efficacité. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Là, je pense, là, on est clairement dans une CEP qui est très active avec des lésions sous-tentorielles et médulaires. Et déjà, on a une atrophie, mais on est dans la forme RR, je pense. Donc, natalizumab en premier, je pense. Est-ce qu'il est compatible avec la grossesse? Est-ce qu'il va poser problème avec la ou non? grossesse, le natalizumab. À 3. Ah, ça arrive. Je pense dans ce cas-là même à 3, on peut aller dans natalizumab dans les 2 premières années. Après, on peut discuter un switch latéral mais avec son atteinte cognitive, avec des lésions qui sont confluentes radiologiquement, avec. Je parle toujours dans le contexte marocain. Bien sûr. Mm-hmm. Parce que bien sûr les anti-CD20, mais on sait très bien qu'on a toujours des problèmes avec. Le problème qu'on a toujours dans notre contexte marocain, chercher une lampe, dépister une lampe dans une telle IRM, ça va être aussi difficile. Mais vous avez raison. Pour des patients qu'on n'arrive pas à avoir les anti-CD20, on a des délais de 6 mois, 9 mois. On ne va pas la laisser sans traitement. On peut justement proposer le natalizumab pendant cette période et faire le switch le plus tôt possible à 1 an de traitement. Alors, le fingolimod dans ces situations, c'est une thérapie de haute efficacité. Est-ce qu'elle garde une place avec cette question de grossesse? Non. Donc, il y a un risque d'effet rebond si on envisage une grossesse. Ok. Donc, la majorité, donc c'était natalizumab. Anti-CD20? Anti-CD20. Si on a la possibilité de l'avoir rapidement, avec un GC, donc... Anti-CD20. Elle est phariste. Ça va être très compliqué pour avoir ça. Donc, au bilan, non, 350, ça n'a pas été changé. Ouais. Donc, en fait... il avait un taux de lymphopénie à 750. C'est pas 350. Sinon, ça va compliquer l'histoire. Donc, au bilan, lymphopénie à 750. Donc, on a mis un bolus de corticothérapie avec une récupération partielle
Elle a été mise sous protocole de rééducation, donc son EDSS était à 4,5, donc il a baissé à 2,5 ou 3. Donc calendrier vaccinal mis à jour, donc le JC est négatif, alhamdoulilah. Décision de switcher vers le natalizumab. Donc elle a perdu son père, donc son père c'était un grand tabagique. Il a fait un arrêt cardiaque. Elle a fait un syndrome dépressif, donc après 6 perfusions, avec stabilité de la maladie quand même, elle revient pour des vomissements avec fatigue. Donc on a fait les bêta-ACG, ils sont positifs. Et l'échographie obstétricale, elle montre un bébé avec un âge gestationnel à 12 semaines d'aménorrhée. 3 mois. Depuis 3 mois. Avec un fœtus qui est en bon état. Unique, 160 battements par minute, avec activité cardiaque normale. La taille, elle est bien. Et tout le reste est bien. Et donc la question, comment on va faire avec notre traitement natalizumab? Il y a 6 mois. Donc vous le maintenez jusqu'au 34, donc jusqu'au 3e trimestre. Reprise immédiatement après l'accouchement, parce que c'était une forme assez inquiétante, très active de postpartum. Oui. Effectivement, donc les recommandations, ils disent que à travers la recherche bibliographique et tout le reste, et aussi c'est une recommandation européenne au niveau de l'ECTRIMS. Donc le natalizumab, il peut être poursuivi jusqu'au diagnostic de grossesse avec un grade B. Et il est recommandé de discuter le maintien ou non du traitement pendant la grossesse en réunion de concertation. Il faut passer la patiente par la RCP, obligatoire, pour décider pour le premier et le deuxième trimestre. Donc, on peut espacer les doses, ça peut être discuté. D'ailleurs, l'étude l'équipe marseillaise, il prolonge, elle espace jusqu'à 8 semaines. 8 semaines. Nous aussi, on fait 6 semaines au cours de la grossesse. Même si on vient de commencer le traitement, on passe à 6 semaines pendant la grossesse. Oui, effectivement. Donc, le traitement par natalizumab peut être poursuivi au cours des 2 premiers trimestres de la grossesse. Donc, pourquoi, à votre avis, on peut le laisser jusqu'à le 2e trimestre? On ne le maintient pas jusqu'à l'accouchement. Et on l'arrête pas. C'est une bonne question. Et ça va répondre aussi à la question de l'OCRI. Pourquoi 2 mois avant? La question, pourquoi on le laisse, on est obligé de l'arrêter. On est autorisé à le laisser les 2 premiers trimestres, c'est-à-dire jusqu'à 6 mois de grossesse. Oui. Oui, il y a des équipes qui le maintiennent jusqu'à 34. Donc en fait, le natalizumab, c'est une IgG1. Et l'IgG1, elle ne passe pas la barrière photoplacentaire. Donc pour passer, il faut un transporteur qui est sécrété par le syncytio trophoblaste. Il n'est pas sécrété pendant le premier trimestre du tout. Donc si par exemple vous prenez une IgG, elle va pas passer chez le bébé. Donc au 2e semestre, c'est là où il y a une sécrétion de ce transporteur. Mais c'est une sécrétion qui va augmenter en crescendo. Donc, elle va arriver à son maximum au niveau du 3e trimestre. Donc, c'est pour ça qu'on est autorisé pendant le 1er et le 2e trimestre à donner le natalizumab. Parce qu'il n'y a pas de passage photoplacentaire. Donc, le bébé, il est tranquille. Donc, le risque tératogène, il est absent. Donc, c'est pour ça. Peut être discuté. Oui, donc, bien sûr. Effectivement, les études ils ont montré que, par exemple, pour les grossesses qui étaient exposées au natalizumab pendant le 3e trimestre, donc les enfants ils naissent avec des anomalies hématologiques, par exemple leucopénie, thrombopénie, etc., mais qui sont pas cliniquement symptomatiques. Donc c'est un risque, mais c'est pas symptomatique. Oui, je pense que c'est en fonction de sa stabilité avant, pendant la grossesse. Et on peut justement, s'il est stable, on peut arrêter à 30, 34. Il y a moins de risque justement d'avoir des complications hématologiques. Hématologiques, il y avait même un cas d'hématome sous-dural chez un bébé. Donc c'était une thrombopénie symptomatique. Effectivement. Donc l'allaitement peut être envisagé chez les patients traités par natalizumab pour la simple raison, c'est que c'est une grosse molécule. Elle ne va pas passer le lait maternel. D'accord. Alors donc là, et puis la chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'il est recommandé de reprendre au plus tôt le natalizumab après l'accouchement.
Et d'ailleurs, c'est au niveau de la maternité. C'est-à-dire, une fois elle accouche, elle doit reprendre son traitement. Donc, le même jour. D'accord? Parce qu'il y a de l'effet rebond qui est très important. Il y a effet rebond du traitement, mais il y a aussi la chute des hormones qui va favoriser le TH2. D'accord? Le TH1 plutôt. Donc, la poursuite du natalizumab chez l'homme en cas de projet de grossesse, elle est autorisée. Et l'allaitement, elle peut être envisagée chez les patients traités par natalizumab. Pour les repos au plus tôt, c'est pas forcément le jour même, parce que bien accouché, elle peut être fatiguée, on peut donner quand même quelques jours. Oui, oui. C'est vrai que Oui. nous, à l'hôpital, elle accouche dans le même hôpital que la neurologie, donc avant de sortir de la maternité, on va prendre une hospitalisation de jour pour faire le césarienne hospitalier. C'est vite fait, et puis c'est fait. Oui. Non, on fait un. Oui, non. Faut bien discuter, faut bien checker avec la patiente qui accouche prématurément. Il faut nous dire, hein, il faut nous aviser. À la maternité pour pouvoir prévoir les choses, mais on a quand même Alors, quelques jours, 15 jours pour le faire. Hein. C'est pas exactement. Oui. un jour J, Non, on fait une semaine. absolu, parce que Oui. Non, on fait une semaine et il se repose la première semaine et il profite de cet événement et on la revoit une semaine en hôpital de jour. Mais par contre, c'est vrai qu'en France, on a quasiment d'arrêter le Xidabri en fin de grossesse. Et on le continue quasiment maintenant toute la grossesse pour les formes sévères. Parce que tous les rebonds ils sont liés à l'arrêt. Même parfois, on fait une ou deux injections de fin de grossesse et ça suffit pour faire une poussée. Donc, peut-être qu'il y a le problème du volume de distribution, du troisième trimestre, il y a d'autres choses qui font que le traitement est moins efficace. Mais je pense que si on arrête à 34, sur le plan pharmacocinétique, il y a toujours des récepteurs qui sont bloqués. Il y a eu des poussées et dans l'étude de l'Observatoire français de la sclérose en plaques, on voit clairement que les patients qui n'arrêtent pas ne font jamais de repos. Et enfin, en tout cas, maintenant, on arrête quasiment. Alors non, on a presque. Vous continuez jusqu'à. Continue jusqu'à la fin de grossesse. C'est bien. Et bien sûr, il y a des risques que vous avez cités, mais ils sont extrêmement Rare. Oui. Il y a l'étude RESPONSE qui est Réponse, proposée oui. par le professeur Boutillier à Lyon, en France, une étude nationale, dans laquelle on recueille tous les éléments de données de santé des enfants jusqu'à 6 ans de vie. Et bon, pour l'instant, en tout cas, on aura des données plus fiables, mais c'est vrai que ça reste quand même des cas très très rares d'avoir des complications. Sachez qu'à la naissance, il y a d'autres enfants qui n'ont pas de maman traitée par natalizumab, Qui font ça. Complications Oui, bien hématologiques. sûr. Ouais, ouais. à la naissance. Voilà, donc, Oui, c'est surtout ça. Hématologique, oui. Et donc justement, il faut juste après l'accouchement, il faut faire une INFS chez le bébé. Comme ça, s'il y a des complications, on les surveille. Alors dans notre service, on avait presque 10 patients sur natalizumab. On arrêtera 34. On reprend à une semaine après l'accouchement et il n'y avait pas d'incident. Mais la majorité, c'était des grossesses programmées. Donc c'était des patientes stables. Il n'y avait pas de poussée avant la grossesse. De l'indication de stabiliser avant. Espacement, on a. Ah oui. Dans le dernier trimestre. Est-ce qu'il y a un espacement de dosage? Alors, nous, on fait 6 semaines. La même chose, on a 6 semaines. Alors, Donc, si Madame Cazette était sous ocrelizumab, c'est-à-dire, il a reçu juste avant la conception l'ocrelizumab. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des... On maintient la grossesse? Oui. Mais l'ocrelizumab, est-ce qu'on va faire une autre perfusion pendant la grossesse? Il a fait juste avant la conception. Est-ce qu'on va programmer une cure au 3e trimestre? Donc non, pas de... est-ce qu'il y a un effet protecteur de l'ocrelizumab au long cours, qui est même si la maintenu substance elle n'est pas dans le sang? qui est maintenu jusqu'à 9 mois de toute la période de la grossesse. Déjà, l'effet de la grossesse, elle est protectrice et l'ocrelizumab, il a cet effet. Alors, le natalizumab, on s'inquiète surtout parce qu'il y a aussi l'effet rebond. Il n'y a pas que la maladie en elle-même. Exactement. Et même pour l'ocrelizumab, il ne faut pas oublier que parfois, on a des patients de 39 ans, de 40 ans,
qui sont désireuses de grossesse et l'horloge biologique elle tourne et la réserve ovarienne elle va s'affaiblir donc On peut pas faire, hein, on peut pas l'arrêter et faire ce qui était recommandé, d'arrêter la contraception et programmer la conception à 6 mois de la dernière perfusion, donc c'est pas pratique. Et il y a des recommandations qui ont raccourci ce délai justement à 2 mois. Maintenant, on peut, à 2 mois de la dernière perfusion, on arrête la contraception et on envisage une grossesse. Et il y a même pour des indications, des maladies graves comme le NMO, on peut faire des perfusions de rituximab pendant la grossesse. Il y a aussi des grossesses qui ont été menées chez des femmes qui ont reçu carrément le crulizumab dans le premier trimestre et les résultats, ils étaient rassurants, il n'y avait pas d'incident concernant la maman ni le bébé. donc premier message que je veux passer c'est qu'il faut toujours faire des bêta-ACG avant la perfusion d'ocrelizumab. C'est obligatoire. Les perfusions, G1, G15. Oui, G1, J15 parce qu'effectivement, Madame Bouchel, elle a eu une grossesse à 15 jours avec un bêta-ACG négatif J1. Donc, il est recommandé de ne pas utiliser les anti-CD20 pendant la grossesse. Donc, il y a un délai d'au moins 2 mois, il faut anticiper même. Donc, 2 mois est recommandé entre la dernière perfusion d'anti-CD20 et l'arrêt de la contraception. Donc, pourquoi 2 mois avant l'arrêt de la contraception? Toujours on revient aux demi-vies. Donc, il faut 5 demi-vies pour éliminer l'ocrelizumab. Donc, 2 mois avant l'arrêt de la contraception. Et si on tombe enceinte, donc on a déjà les 3 mois du premier trimestre. Parce que la demi-vie est de 26 jours, donc 1 mois. Donc, il nous faut 5, c'est-à-dire les 3 premiers mois de grossesse et les 2 mois avant l'injection. Et déjà dans le premier trimestre, que il n'y avait j'étais pas de passage placentaire. C'est-à-dire 5 demi-vies, chaque demi-vie est de 26 jours. Donc, ça veut dire 5 mois pour éliminer le produit. Si, par exemple, on fait l'injection, donc 2 mois après, on arrête la bêta-ACG négatif, on arrête le produit. Donc, il y a les 2 demi-vies qui sont parties. Et puis, on tombe enceinte les 3 premiers mois. Donc, déjà, il n'y a pas le passage des IgA, la même chose que le natalizumab. Donc, il n'y a pas le transporteur actif qui va transporter les IgA. Donc, du coup, on est tranquille. Le produit va être éliminé, on peut poursuivre la grossesse sans problème. Donc, un espacement des perfusions peut être envisagé. On peut aller jusqu'à 1 année. Donc, et l'administration exceptionnelle des anti-CD20 au cours de la grossesse peut être discutée, bien sûr, en RCP. Donc, l'allaitement, il peut être envisagé chez les patients traités par ocrelizumab et aussi pour le petit frère rituximab pour certaines... Donc, vous voyez que ce traitement de haute efficacité, la grossesse elle est possible et l'allaitement aussi possible. Donc il faut éviter de tomber dans l'inertie thérapeutique. Donc on a assez de choix. Je rappelle juste pourquoi l'allaitement il est possible parce que tout simplement il est avec le lait maternel. Donc le tractus il est absorbé au niveau du tube digestif et il est déjà dégradé par le suc digestif. Oui. Donc sans souci. Donc, si Madame Kaza était sous fingolimod, c'est-à-dire elle a eu cette grossesse alors qu'elle est sous fingolimod, on arrête la grossesse, on continue, qu'est-ce qu'on fait? On arrête par la grossesse, bien sûr, on doit arrêter le fingolimod. Il y a un risque de malformation chez le fœtus. Je pense que dans ce cas-là, on aura besoin de contacter le gynécologue et pour avoir un suivi plus adapté pour la patiente. Et je rappelle que le fingolimod a un effet rebond, donc il faut faire un bridging par notre thérapie pour éviter cet effet pendant la grossesse. Je suis d'accord. D'autres propositions? Non. Si. Donc effectivement, c'est un produit très tératogène et cette tératogénicité, elle est confirmée. Donc c'est pour ça qu'il est contre-indiqué pendant la grossesse. Donc le traitement, il doit être arrêté avant la grossesse et c'est un grade B. Et un délai de 2 mois est nécessaire entre la dernière prise de fingolimod et l'arrêt de la contraception. Il est recommandé d'effectuer un relais par un autre traitement de fond compatible avec la grossesse. Le problème qui se passe, c'est que généralement, on fait le switch vers des molécules de plateforme. Et c'est une grande faute parce que là, donc la patiente, elle va s'aggraver. Donc, il faut switcher vers une autre thérapeutique du même gradient. Donc, l'allaitement est contre-indiqué chez les patients qui sont sous fingolimod.
Donc, la patiente a arrêté le natalizumab, fin deuxième trimestre. Donc, la grossesse, elle est passée sans incident, avec naissance d'un garçon en bonne santé. Elle a repris le traitement après l'accouchement. Donc, quelques messages clés. Donc, beaucoup de traitements peuvent être utilisés au moins jusqu'au début de la grossesse. Ne pas retarder la mise en place d'un traitement de fond chez les femmes ayant un projet de grossesse. Donc, actuellement, la grossesse est permise. Il faut juste choisir le bon traitement pour chaque patiente. Éviter les traitements à risque de rebond quand c'est possible. Donc, switcher vers un traitement à faible risque fœtal quand c'est possible avant la conception. Et puis, discuter les risques et les bénéfices à poursuivre ou à arrêter un traitement avant la conception, quand la grossesse débute et au cours de la grossesse si besoin. Pas de Donc- questions par rapport à la grossesse Oui. Donc, qui est une femme sous Gilenya et qui tombe enceinte. Si on arrête le traitement pendant la grossesse, on doit switcher pour éviter le rebond. Qu'est-ce qu'on propose à... Alors, on avait cette situation. Alors, on avait justement, c'est des cas qu'il faut discuter en RCP. Il y avait la proposition de mettre soit natalizumab, soit antisédin, parce qu'on est au tout premier trimestre. C'est comme les cas de NMO et tout ça. Pour cette patiente, on a opté pour le natalizumab et c'était une poussée motrice. Et il a fait une poussée motrice parce que une fois qu'il avait le test positif, il a arrêté Fango et on la revoit presque à 4 semaines d'arrêt. Donc, elle est enceinte. Il était exposé au traitement, il a fait une poussée motrice et sur l'IRM non injecté, il y avait beaucoup de lésions. Donc, on était dans l'obligation de commencer un traitement de haute efficacité et décision RCP, donc soit anti-CD20, soit natalizumab. Et on a fait natalizumab perfusion chaque 6 semaines jusqu'au 34. Et on a repris juste après l'accouchement et on la suite, ça fait 2 ans et il est stable. Alors, on a prescrit le natalizumab chez elle. Oui. Pour cette situation, dans le staff, ils ont proposé aussi, c'est un GC très élevé. On peut faire une perfusion justement d'ocrelizumab et refaire une autre perfusion juste après l'accouchement. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à... Cette partie. Passer à l'autre. Oui. Alors, on va enchaîner par la partie vaccination. Donc, nous, on a reçu une patiente de 28 ans qui a fait une poussée faite de signe de l'hermite en 2021. Il fait une deuxième poussée en 2023 faite de monoparisie. On fait notre IRM qui a permis justement de faire le diagnostic. Son examen, donc il avait un EDSS à 1,5, il n'y avait pas de troubles cognitifs. Et voici son IRM. Alors sur l'IRM, donc on a quelques lésions périventriculaires. Il y avait une lésion juxtacorticale, mais ce qui était inquiétant, chez elle, on avait 2 lésions médulaires. Le SR, justement, il montre un profil, d'EBOC profil type 2. Et donc chez elle, on avait jugé que quand même, malgré la faible charge lésionnelle à l'étage encéphalytique, il y avait comme élément inquiétant, c'était les lésions médulaires. Sachant qu'il avait d'autres facteurs de bon pronostic, donc il y avait un intervalle très lent entre les poussées, il a presque récupéré complètement. Il n'y avait pas de trouble cognitif, donc on s'est dit, on va mettre le fingolimod parce que c'est un traitement qui n'est pas très haute efficacité. Donc on a mis justement on a proposé le fingolimod. Alors la question, qu'est-ce que vous prescrivez comme bilan pré-fingolimod en matière de risque justement infectieux? Est-ce qu'il y a des sérologies particulières à faire? Varicelle, oui. La rougeole, varicelle. Syphilis, HIV, hépatite B, Oui, très hépatite C, oui. Quantiférant. Tuberculose, est-ce que c'est un quantiférant? Quantiférant. Vous le faites systématiquement. Systématiquement. Et le pourcentage, vous trouvez combien? Toujours négatif. Ah, d'accord. Nous, c'est une femme sur 2. Non, on fait pas. Puisque c'est fingolimod, c'est pas un anti-CD20, donc on fait pas. Bien sûr, on fait une anamnèse infectieuse, il n'y a pas de signe en faveur de tuberculose, radiothorax, il n'y a rien de suspect. Donc, on fait pas parce que le fait de trouver un quantiférant positif, ça va déclencher toute une discussion. Donc, puisque la patiente est asymptomatique, on fait pas. Alors, on a fait justement ce que vous avez proposé. Donc, on a fait les sérologies, donc syphilis VIH, donc était négatif. Par contre, l'antigène HBS négatif, anticorps anti-HBC négatif et l'anticorps anti-HBS négatif. Donc, c'est un profil non immunisé, donc il n'est pas vacciné.
Alors, l'hépatite C, elle est négative. La rougeole, donc, elle est immunisée. La rubéole, elle est immunisée. Par contre, la varicelle, donc, elle est négative. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de commencer le fingonimod? Vaccination contre Contre la l'hépatite varicelle. B. Donc, on va vacciner contre l'hépatite B et contre la varicelle. Comment on va faire? Donc, la varicelle, on a 2 doses. Comment on va faire? Est-ce qu'on va les faire en même temps? Est-ce qu'il y a À un 4 délai semaines. entre les deux? Rappel contre polio, oui. Justement, donc on va faire la mise à jour de calendrier vaccinal, oui. Est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'il faut faire ces choses en immédiat? Bien, est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que c'est avant traitement ou bien c'est on commence rapidement notre traitement et on discute la vaccination? Oui. Oui. Exactement, en particulier les vaccins vivants atténués parce qu'on ne pourra pas les faire après l'instauration de fingonimod. Oui, oui, parce que c'est un vaccin vivant atténué, oui. Contre-indiqué juste. Non, c'est contre-indiqué par rapport au traitement immunosuppresseur. Oui, oui, parce que sous immunosuppresseur, oui, oui, on va le voir. Parce que si on fait la vaccination d'un vivant atténué en plein immunosuppression, il y a un risque de faire la maladie, donc la varicelle en plein immunosuppression. Et bien sûr, justement, la réponse immunitaire, il va pas être idéale sous traitement immunosuppresseur. Donc, on a fait ce que vous avez justement proposé. Donc, on a fait le vaccin contre l'hépatite B le même jour que le vaccin de la varicelle, parce que on va le voir, on peut faire 3 vaccins en une journée, mais il faut justement faire un seul vaccin vivant atténué. Donc, on peut faire 3 vaccins en une journée. On a fait un protocole, un schéma accéléré contre l'hépatite B, donc G1, J7, J21. Et on a fait notre rappel à 4 semaines. Et on a attendu justement par rapport à cette dernière vaccination, on a attendu 4 semaines pour commencer le fingonimod. Pour le deuxième cas, donc c'était une forme assez active, donc c'est oui. Elle avait eu la cortisone juste avant? Non, non, parce que nous on l'a reçu à 3 mois par rapport à la dernière poussée. Non, on était loin. Justement, on va en parler justement. Alors, pour l'autre cas, donc c'était une patiente qui a fait une poussée en 2022, une autre poussée en juillet 2023 et une autre poussée en janvier 2024. Donc, c'était des poussées très rapprochées. Donc, il a fait 2 poussées en moins de 6 mois. Donc, c'était une forme très active avec un EDSS à 2,5, syndrome pyramidal déficitaire, syndrome cérébelleux, une ataxie cérébelleuse et quelques troubles cognitifs. Et voici son IRM. Donc l'IRM, il montre une charge lésionnelle qui est quand même inquiétante. Donc beaucoup de lésions périventriculaires, corps calleux, juxtacorticales et plusieurs lésions médulaires. Donc c'était quand même inquiétant par rapport au cas précédent. Et il avait justement aussi des BOC au niveau du LCR. Heureusement, donc il avait un GC moins de 0,9, donc c'était à 0,4. Et donc par rapport à cette forme, on a commencé le natalizumab. La même chose, qu'est-ce que vous demandez comme bilan justement dans l'optique de faire la mise à jour de son calendrier vaccinal, sachant que quand on demande à nos patients de ramener le calendrier vaccinal et de se rappeler de la vaccination, la majorité, ils disent qu'ils n'ont plus le calendrier vaccinal. Donc, on fait les sérologies hépatite B, quoi d'autre? Varicelle, HIV, oui. Ok, donc chez elle, on a fait les sérologies. Donc, il avait la même chose, donc une hépatite B négative, donc il n'était pas vacciné. L'hépatite C négative. La rougeole, par contre, il était négatif, donc il n'était pas immunisé contre la rougeole. Par contre, pour la VZV, donc il était positif aux IgG et négatif aux IgM, donc il était immunisé. Alors, on a fait justement le vaccin contre l'hépatite B avec un protocole accéléré. On a fait le vaccin de la ROR le 4 avril et on a attendu presque 7 semaines justement pour commencer le natalizumab. Et ce traitement, donc, il y avait une amélioration de son score EDSS. Donc, on va voir justement ensemble quelles sont les recommandations concernant la vaccination et sclérose en plaques.
On sait tous que grâce à la vaccination, il y avait une réduction assez importante à l'échelle mondiale de tout ce qui est infection, mortalité et morbidité à l'échelle mondiale. Donc on connaît très bien l'effet préventif de la vaccination. Alors la question qui se pose, est-ce que la vaccination est efficace chez les patients CEP non traités par rapport à la population générale? La réponse est oui. Donc on aura la même réponse parce que c'est une maladie auto-immune, c'est pas une maladie avec un déficit immunitaire. Alors là, pourquoi on en parle? Parce que maintenant, avec la tendance à prescrire d'emblée des thérapies de haute efficacité, donc il y a plus d'avoir des risques et des complications infectieuses. Donc avec cette approche d'être rapide, efficace, on a plus tendance à écrire fingolimod d'emblée, natalizumab d'emblée, des anticidémins d'emblée, et donc il faut justement anticiper les risques de faire des complications infectieuses. Et donc, le mot principal de cette présentation, c'est justement l'anticipation. Une fois qu'on a la suspicion de sclérose en plaques, on a vu notre patient, l'IRM est en faveur de sclérose en plaques, le temps de faire l'APL, recevoir les BOC, il faut à ce moment-là, justement, commencer notre mise à jour de calendrier vaccinal. Avant de commencer les immunosuppresseurs, parce que on va le voir, les vaccins vivants atténués, ils sont contre-indiqués après l'instauration des traitements immunosuppresseurs. Et bien sûr, quand on fait ça avant l'instauration des traitements immunosuppresseurs, on aura une réponse optimale aux différents vaccins. La polémique qu'on avait toujours, c'était est-ce que la vaccination, elle était responsable justement de déclenchement de cette sclérose en plaques? Alors il y a beaucoup d'études qui ont démontré qu'il n'y a aucun lien de causalité, donc c'est pas la sclérose en plaques, c'est pas la vaccination qui a déclenché l'apparition de cette maladie. Il y avait aussi en particulier par rapport au vaccin de l'hépatite B et l'apparition de sclérose en plaques, et donc finalement les résultats ils étaient négatifs. C'est pas le vaccin qui a fait augmenter la prévalence et l'incidence de cette maladie. Alors l'autre question qui va se poser, est-ce que le fait d'être vacciné, ça va exposer à faire une poussée chez un patient qui est porteur d'une maladie? La réponse est non. Donc ça n'augmente pas le risque d'avoir des poussées. Alors par contre, après une vaccination, en particulier les vaccins vivants atténués, il faut avertir votre patient qu'il y aura une sorte de pseudo-poussée, parce que avec l'hyperthermie réactionnelle à la vaccination, on peut avoir cette aggravation qui est transitoire, donc c'est pas une vraie poussée, et donc il faut pas que le patient s'inquiète. Et bien sûr, si on vient de recevoir le patient en plein poussée, on va pas commencer notre vaccination parce que justement, il y aura un intérêt de mettre la corticothérapie. Et donc, on va éviter justement de faire la vaccination concomitante en pleine poussée. Alors, les types de vaccins, on les divise de façon générale en vaccins vivants atténués. Donc, ça regroupe le BCG, la ROR, la varicelle, la fièvre jaune, le rotavirus et la grippe dans sa voie nasale. Les vaccins inactivés, donc en particulier la diphtérie, tétanos, polio, la coqueluche, le vaccin contre l'hépatite A et l'hépatite B, le vaccin contre l'HPV, le vaccin contre le pneumocoque et l'hémophilus. On l'avait dit, chez un patient, on peut faire 3 vaccins en une journée, mais il faut justement faire un seul vaccin vivant atténué. Il faut toujours respecter un intervalle de 4 semaines entre les 2 doses d'un vaccin vivant atténué. Et donc, en parlant de l'anticipation en consultation de sclérose en plaques, une fois qu'on commence à bilanter et à annoncer le diagnostic, on a parlé de la nécessité de parler de la grossesse, mais aussi de vérifier le statut vaccinal si on a la possibilité d'avoir le calendrier vaccinal. Sinon, il faut lancer les sérologies pré-vaccinales, en particulier le statut par rapport à l'hépatite B, la varicelle, la rougeole et la rubéole, surtout que c'est des femmes en âge de procréer. Alors, par rapport aux vaccinations, donc avant d'instaurer un immunosuppresseur, de préférence des patients naïfs, ou bien s'ils étaient déjà sous ce traitement immunomodulateur interférant au acétate de glacière-amère, les vaccins inactivés, donc on peut les faire sans aucun intervalle, mais de préférence, on essaie de respecter 2 semaines avant l'instauration de traitement, comme ça on aura une réponse immunitaire optimale. Pour les vaccins vivants atténués, on peut les faire avant l'instauration de ces traitements immunosuppresseurs, mais c'est le moment de les faire parce qu'après l'instauration, on ne pourra pas les faire. Et on respecte toujours cet intervalle de 4 semaines avant l'instauration d'un traitement immunosuppresseur, comme ça on aura le temps d'avoir la réponse à la vaccination. Alors par contre, le résumé des produits alantuzumab, ocrelizumab, ils insistent que le délai doit être de 6 semaines. Donc c'est pas 4 semaines, mais plutôt 6 semaines par rapport au vaccin vivant atténué. Alors on l'a dit, donc Madame Benelgil, donc il insiste justement. Je pense que la majorité n'ont pas fait le rappel. Ça fait plus que 10 ans, on n'a pas fait le rappel de vaccin tétanus diphtérie. Donc c'est un vaccin qui n'est pas, donc c'est un vaccin inactivé, donc on peut le faire. Soit en préparant le patient à un traitement de fond. Si on a déjà des patients qui sont sous traitement, quel que soit le traitement, on peut le faire maintenant.
La varicelle et la rougeole, c'est des vaccins vivants atténués. Donc, on a 2 doses. Et il faut toujours justement respecter ce délai de 4 semaines entre les deux vaccins. Concernant l'hépatite B, donc au Maroc, on a l'Angérix. Donc, il y a le schéma classique de 3 doses de 0, 1 et 6 mois. Si on veut faire un protocole accéléré, donc on peut faire les 3 doses à G1, G7, G21 et faire un dernier rappel à 12 mois. Mais ce qui est recommandé par plusieurs sociétés, la Société française de sclérose en plaques, les recommandations publiées de l'EAN et de l'ECTRIM, c'est qu'il faut toujours contrôler la réponse sérologique après la vaccination. Donc il faut s'assurer de statut même après vaccination. Et ce qu'on cherche justement, alors quand on fait notre bilan de préparation à un traitement immunosuppresseur. Donc, on a les différentes situations. Soit on a les 3, donc l'antigène et l'anticorps anti-HBs négatif et l'anticorps anti-HBC négatif. Donc, c'est un patient qui n'a pas eu donc un contact avec le virus et qui n'est pas vacciné. Et donc là, on doit vacciner notre patient. La deuxième ligne, donc c'est ce qu'on cherche après la vaccination. Donc c'est un patient qui a un antigène HBs négatif, mais par contre un anticorps anti-HBs positif et un anticorps anti-HBC négatif. Alors les autres situations, bien sûr, à chaque fois qu'on veut commencer un traitement, c'est des patients qu'il faut les discuter avec un gastro-hépato pour justement voir la charge virale. Est-ce qu'il y a un intérêt de mettre un traitement antiviral 2 mois avant? Donc c'est des patients qu'il faut justement les discuter avec un spécialiste. Alors concernant le pneumocoque, donc il y a un schéma soit c'est un schéma séquentiel avec 2 vaccins, donc le Prevnar 13 et le Pneumo 23 avec un intervalle de 2 mois entre les 2 vaccins. Sinon, si on a la possibilité d'avoir l'anti-pneumocoque 20, le Prevnar 20, donc c'est une dose unique, donc c'est un avantage, mais chose qu'on n'a pas au Maroc, donc on n'a que les autres vaccins Prevnar 13 et 23. Et même ces 2 vaccins, maintenant, ils sont en rupture, ça fait presque 2 mois. Bien sûr, il ne faut pas oublier de faire le rappel à 5 ans. Quand on dit rappel à 5 ans, c'est pas tous les 5 ans. Donc, c'est une seule fois, on va le faire à 5 ans. Et bien sûr, donc, c'est obligatoire chez les patients qui sont candidats à un traitement, en particulier un traitement anti-CD20. Par rapport aux autres vaccins nécessaires, donc, il y a le vaccin de la grippe, donc il faut le faire 1 fois par an. De préférence au tout début de la saison grippale. Il y a aussi le vaccin anti-Covid. Moi, j'ai pas mis ce vaccin dans ma diapo parce que la totalité de mes patients, ils disent qu'ils vont pas le recevoir parce qu'après la vaccination, il y avait beaucoup de patients qui rapportent des effets indésirables. Donc, on trouve toujours cette hésitation. À chaque fois qu'on discute ce point-là, donc il y a un refus catégorique. L'autre vaccin qu'il faut le faire, c'est le vaccin anti-Zona. Donc heureusement maintenant il est disponible au Maroc. Donc c'est le Shingrix. Donc c'est un vaccin qui est inactivé, même chez des patients qui sont déjà sous traitement immunosuppresseur. Donc on peut le faire. Et donc c'est un protocole de 2 vaccins, de 2 injections en IM à 2 mois d'intervalle. Donc il faut le faire. C'est vrai que le coût il est un peu cher et il n'est pas encore remboursable, mais il faut le faire parce que ça va éviter de faire des zonas assez sévères et assez graves. Concernant la vaccination anti-HPV, donc, alors ce qui est recommandé, c'est de vacciner toutes les femmes et les hommes à partir de l'âge de 9 ans qui ont un âge inférieur à 19 ans. L'HAS, donc, il a prolongé le délai jusqu'à 26 avec soit 2 doses ou 3 doses en fonction de l'âge de la vaccination. Mais il y a aussi une équipe espagnole qui a dit qu'on peut vacciner à tout âge une fois que le prélèvement vaginal et PCR de l'HPV est négatif. Donc on peut les vacciner. Et ce que j'insiste dans cette diapo, malgré qu'on va vacciner nos patients contre l'HPV, ça va pas justement éliminer la nécessité de faire un dépistage du cancer du col utérin parce que tout simplement le vaccin anti-HPV donc il protège contre certaines souches. Et donc il y aura d'autres souches et donc il y a toujours le risque de cancer. Certes, avec cette vaccination, on avait une réduction assez importante du risque du cancer du col utérin, mais ça n'a pas été négativé totalement. Donc, chez une patiente, il faut toujours justement chercher et dépister le cancer du col utérin malgré qu'elle a reçu la vaccination. Alors, chez des patients qui sont déjà sous traitement immunosuppresseur, concernant les vaccins inactivés, donc on peut les faire à tout moment parce que c'est safe, il n'y a pas de risque. Mais il faut savoir que l'immunogénicité chez ces patients, il va être réduit. Donc, il faut contrôler la sérologie qu'on veut justement vacciner. Si on n'a pas encore une réponse, il faut justement faire des rappels.
Alors, l'exemple, on a déjà des patients qui sont sous anti-CD20 et on veut se rattraper par rapport au vaccin contre le pneumocoque. Alors, ce qui est proposé à faire, c'est que par rapport à la perfusion, on va attendre 3 mois. On fait notre premier vaccin et il faut respecter justement un délai de 4 à 6 semaines avant la prochaine perfusion. C'est-à-dire, si on l'a pas fait à 3 mois, si on l'a fait à 5 mois, à partir de 5 mois, c'est pas faisable. Donc, il faut respecter ce délai de 4 à 6 semaines par rapport à la prochaine perfusion. Bien sûr, les vaccins vivants atténués, donc ils sont contre-indiqués. Alors, on peut les faire chez des patients qui ont reçu un traitement immunosuppresseur, mais à condition qui avaient pour une raison ou pour une autre un arrêt avec un intervalle prolongé. Et on appelle ça un intervalle de sécurité et qui est spécifique par rapport à chaque molécule. Donc, voici le tableau qui résume les différents intervalles. Alors, les patients qui ont été sous interférent acétate de glaciaramère, donc on avait dit qu'on peut les vacciner. Tous les types de vaccins, ils sont autorisés avant, pendant et après l'arrêt de traitement. Le diméthylfumarate, donc on peut le faire justement après 24 heures de l'arrêt de diméthylfumarate. Le terriflunomide, donc il faut justement toujours ce protocole d'accélération, sinon il faut attendre jusqu'à 2 ans pour pouvoir justement vacciner vos patients. Fingolimod, donc c'est à 2 mois par rapport à l'arrêt de fingolimod. Natalizumab, c'est par rapport à la dernière perfusion, donc à 3 mois. L'alentuzumab, donc il faut attendre la normalisation des lymphocytes B. Et donc, on peut arriver jusqu'à 4 à 12 mois après la dernière perfusion de l'alentuzumab. Donc, c'est faisable parce que l'alentuzumab, donc c'est une perfusion première année. Et un an, à 2 mois, on va refaire le protocole et après, on n'a pas besoin de refaire les perfusions. Le rituximab, c'est la même chose. Donc, on peut le faire après la normalisation. Et en moyenne, c'est entre 6 à 12 mois par rapport à la dernière perfusion. Et en pratique, on a des patients qu'on a commencé à se passer les cures à 12 mois, voire 18 mois, des patients qui sont anciennement, qui sont exposés, ça fait longtemps et qui sont stables. Donc, on peut, à 12 mois d'arrêt de traitement, faire le rappel des vaccins vivants atténués. La même chose aussi pour le crenuzumab et par rapport à cladribine. Si on n'a pas fait l'anticipation et on n'a pas préparé nos patients, il faut justement attendre à la normalisation de nombre de lymphocytes. Et donc, en moyenne, on va attendre presque 9 mois. Alors, en résumé, justement, il faut toujours évaluer donc le statut immunitaire des patients. Il faut vacciner les patients. Donc, pour les vaccins vivants atténués, les vaccins justement inactivés, on peut les faire à n'importe quel moment, mais on essaie sur ce délai de 2 semaines, comme ça, on aura une réponse optimale. Pour les vaccins vivants atténués, donc il faut attendre 4 semaines. Par contre, pour l'ocrelizumab et l'alentuzumab, donc on va attendre 6 semaines avant l'instauration de traitement immunosuppresseur. Une fois qu'on a déjà instauré notre traitement, les patients qui sont sous immunomodulateur, on peut se rattraper. Par contre, sous immunosuppresseur, les seuls vaccins qu'on peut justement administrer, c'est les vaccins inactivés. Alors, il y a des situations spécifiques que vous aurez en consultation pour les patients qui voyagent à l'étranger. Donc, est-ce qu'il y a des précautions particulières? Alors, tout ce qui est vaccination, vaccin inactivé, on peut le faire. Et la majorité des vaccins, justement, qui sont indiqués pour les patients qui voyagent, c'est l'hépatite A, l'hépatite B, la rage, l'encéphalite japonaise, le méningocoque, la choléra, la polio et le vaccin inactivé contre la typhoïde. C'est des vaccins qui sont inactivés, donc on peut les administrer, quel que soit le traitement qui est en cours. Alors, par contre, tout ce qui est fièvre jaune, vaccin oral contre la typhoïde, ils sont contre-indiqués chez des patients qui sont sous traitement immunosuppresseur. S'il y a une indication importante ou urgente de faire la vaccination contre la fièvre jaune, donc il faut discuter ce cas avec l'infectiologue. Concernant la grossesse, alors les vaccins inactivés, ils sont recommandés. Les vaccins vivants atténués, ils sont contre-indiqués. Le vaccin contre la grippe, il est souhaitable. Et bien sûr, donc il faut faire le vaccin contre la diphtérie, tétanos, coqueluche entre le 27e semaine et 36 semaines d'aménorrhée. Alors, concernant l'entourage, donc il faut justement protéger ces patients. Et donc, concernant la famille et les soignants, la même chose. Donc, il faut faire le rappel et il faut faire la mise à jour de calendrier vaccinal. Il faut les vacciner contre la grippe saisonnière et contre la Covid. Et il faut justement les vacciner contre la varicelle et la rougeole. Et donc, il faut faire justement la mise à jour de leur calendrier vaccinal. Dernier mot justement, ça a été discuté par rapport au vaccin et bolus de corticothérapie. Alors si on a vacciné notre patient aujourd'hui et il fait une poussée dans le mois, il faut attendre 1 mois
pour faire le bolus parce que ça va justement réduire la réponse immunitaire. Si on a reçu un patient et on a fait notre bolus et on veut faire notre mise à jour de calendrier vaccinal, il faut commencer à faire cette vaccination à partir de 1 mois par rapport à la perfusion de corticoïdes. Et je pense que c'était la dernière. On vous remercie.